Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sans prise de tech, votre résumé de l'actualité tech de la semaine. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Nous sommes le lundi 9 mai 2022, il est 19h. Comment vas-tu Thomas? Eh ben ça va plutôt bien, une petite sortie cet après-midi pour aller voir Sonic 2, sympa, petit film sympathique, j'ai envie de dire. Une Puisqu'on est après-midi dans Sans prise de tech, une- Sonic 2 en termes de CGI? Oui, Parfait. ouais. Mais c'était quoi la question? Merci. Répète la question. Genre, vu qu'on est dans Sans prise de tech, on va parler de techno, genre la CGI elle est dégueu ou pas? Eh ben j'ai trouvé ça plutôt clean. Vraiment. Non mais j'ai trouvé ça clean. Après bon, ce n'est que mon Ça avis. fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir et j'ai envie de dire peut-être qu'il y aura une émission bientôt sur Drumstick qui parlera de cinéma. Peut-être que ce sera avec l'autre Thomas. Autre Thomas qu'on retrouvera peut-être un jour dans son prise de tech avec grand plaisir. Oui. Mais avant, sans plus tarder, parlons de ce qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être mon cher Thomas. Et bien Penses quoi? évidemment, effectivement, oui, je pense Alors bien. On Dis-nous. va parler de quoi? On va parler du CEO d'Intel qui pense que la rupture de semi-conducteurs, elle n'est pas faite pour s'arrêter cette année. Opération Libéré Piu Piu, c'est le gros dos de cette semaine. Le Phoenix ne renaît pas de ses cendres. On va parler d'AMD qui annonce des nouveaux processeurs. On va parler aussi d'archéologistes qui cherchent un nouveau domicile et qui l'ont peut-être trouvé chez les anciens de chez THQ. On va parler de Fortnite, parce qu'on sait que vous adorez ça. On va parler de mots de passe, on va parler d'overclock de RAM avec un record du monde, attention. Et en innovation de la semaine, on va parler de minage écolo et de drone. Peut-être qu'on va retrouver Sarah Connor ce soir. C'est Sans prise de tech, nous sommes le 9 mai, générique. Ces paroles-là. Incroyable, toujours aussi beau ce générique a été fait par Maxime Gon, qu'on remercie toujours avec grand amour évidemment. Il nous J'ai fait, tellement hâte de il vous nous fait montrer des de trucs. titres ce soir ici là qui vont arriver. Ah ouais, c'est fou, voilà, hein. il peut totalement mettre le titre Boum. de Là, ça fait regarde. l'actu d'ailleurs, Oh, oui, puisque oui, c'est ouais, fait. bah oui, c'est pas fini, mais oui Maxime, c'est pas fini. Et oui, c'est pas fini puisque la rupture de semi-conducteurs et du coup des pièces qui vont avec, c'est fait pour durer apparemment mon cher Thomas. Effectivement, bon, hein, on le sait, c'est un peu la cata, hein, niveau composant, on essaye d'en choper un peu partout. Moi-même, hein, on en cherche pour un petit PC, enfin pour faire un PC même à l'IUT où je bosse, c'est la cata, hein, voilà. Et le PDG d'Intel, il nous dit que, oh, ça va pas s'arrêter, en fait, tout simplement. 2024, c'est une date qu'il donne pour, tout simplement... Un Quand peu, ça quand 2024 Combien Toutes les semaines on fera la vanne, toutes les semaines, c'est bon pour vous? Non mais quand est-ce que ça s'arrêtera? On Non ne mais l'arrête plus. vraiment, On ne l'arrête vraiment. plus. Non, Peut-être mais qu'on qu'est-ce aura un qui se passe? caméo à la fin de ce Qu'est-ce qui stream, se j'en sais passe? rien. Oh là là, non. Oh là là. Oh, ça spoil. Je Oh, suis ça spoil, désolé. je Là, suis désolé. je dois faire une petite aparté. Je suis très peu d'accord avec ce qui va se passer, mais vous allez le vivre et comme ça, au moins, mais c'est bien parce que au moins on a de la rétention d'audience. Vous restez jusqu'à la fin et vous allez voir ce. Oh, j'ai aucun mot à ajouter là-dessus. C'est On continue. dingue. On continue. Une dingue. Voilà, non. Il en a marre. On continue. On continue donc du coup, ouais, jusqu'en 2024, c'est long quand même. Ben oui, effectivement, hein, c'était évidemment la Covid-19 qui avait un peu intensifié ça. Mais voilà, hein, tous les secteurs ont été touchés. Et donc, le PDG d'Intel nous dit que nous sommes au pire moment. Chaque trimestre de l'année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais l'équilibre entre l'offre et la demande ne sera pas atteint avant 2023. Il avait déclaré ça en octobre 2021. Et aujourd'hui, tout simplement, sur CNBC, on a tout simplement à peu près la même chose, hein, les mêmes paroles. Nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs se prolongera jusqu'en 2024, alors que nous l'avions estimé à 2023, du coup en 2021. Voilà le recul en fait qui s'est passé et on s'est rendu compte que c'était clairement la cata depuis le départ et que le son de cloche il était pas du tout différent en fait. Donc là en fin de compte, donc je continue la phrase, simplement car la pénurie a maintenant touché les équipements et que la mise en service de certaines usines
sera plus compliqué. Donc, pour ce qui est d'Intel précisément, ça s'en sortait correctement, ça arrivait à répondre à la demande, mais voilà, la pénurie touche évidemment toutes les entreprises. La crise industrielle, bah, ça touche tous les secteurs, et le secteur de la tech est quand même un petit peu concerné, hein. Et puis voilà, là on cite effectivement Intel avec des processeurs, mais ça peut être aussi du côté des cartes graphiques où ça pose des problèmes. Côté des frigos, voilà, des voitures, oui. de tout ce qui utilise des semi-conducteurs aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire tout ce qui touche un petit peu à l'électronique en général. On est bien d'accord, et donc on espère peut-être effectivement avoir des news sur tout ça, et puis peut-être effectivement une amélioration des choses en changeant de système, je ne sais pas, je ne suis pas en tout cas la réponse à cette question, et puis on aura peut-être effectivement de nouvelles usines, la production peut-être plus locale, essayer de produire différemment en tout cas, peut-être, c'est une solution. Surtout que c'est déjà dans les plans, que ce soit aux États-Unis ou en France, en Europe, le plan de construire j'allais dire des usines. Oui, des usines de production pour les semi-conducteurs. Les États-Unis ont investi plusieurs milliards de dollars en fin d'année dernière pour faire en sorte que Intel et Nvidia puissent produire ces semi-conducteurs. En Europe, il y a des discussions, mais bon, vous connaissez les Européens, ça met toujours un peu plus de temps. Mais je pense qu'on peut le dire, c'est une affaire à suivre. Effectivement, mais bien raison. On va reprendre les affaires à suivre, mon cher Thomas, tout de suite, puisque soldats devront libérer Piu Piu. Ah là 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 là, c'est si bien dit, mon Dieu. Ah mais je l'ai dit, c'est le gros dos de cette semaine. Oui, effectivement. Enfin, c'est le gros dos du mois, de l'année, même peut-être, qui sait. On va peut-être en parler toutes les semaines jusqu'à la saison 2. Oups, pardon, spoilers. Oh là là mais là oui, là. libérer Piu Piu, du coup. Libérer Piu Piu, je pense que vous l'avez tous deviné, c'est évidemment Twitter. Twitter, hein, on le dit maintenant, le propriétaire, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk qui a fait quoi? Qui a 44 milliards de dollars. Il s'est acheté le petit Piu Piu. Bah oui. Et selon certaines news, alors vous nous en avez parlé la semaine dernière, qu'est-ce que c'est? Il y avait open source, il y avait des comptes préalablement bannis qui devraient revenir, vraiment une liberté d'expression presque incroyable, en tout cas, et puis aussi les bots, hein, évidemment, complètement détruits, defeating the spam bots, comme il avait dit, mais sauf que là, bon, on en sait déjà un petit peu plus sur certaines choses, et qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut évidemment encore plus générer de la thune parce que 44 milliards de dollars, il faut bien les rentabiliser. Il faut bien les récupérer au bout d'un moment. Et ben voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? 44 milliards, c'est beaucoup. Effectivement, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va facturer les petites intégrations dans les tweets, les petites pubs, les petits trucs, c'est génial. On va tout simplement, tout ce qui est intégration du coup des sites web ou même d'autres services dans la citation de tweets. Donc c'est ce que Reuters nous présente dans sa petite enquête. Donc Elon Musk, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui avait été déjà énoncé par Elon Musk. Mais voilà, maintenant le truc c'est que voilà, le but c'est d'améliorer les résultats de Twitter, hein, c'est ce que Musk voulait. Là c'est une possibilité maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant de faire payer des choses comme ça, en tout cas l'intégration et même la citation de tweets, hein, parce que ça montre aussi l'intégration de sites internet ou même d'extensions ou de différentes choses. Mais la citation de tweets, là ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur parce que bon, on cite tous des tweets chacun et ça peut être problématique dans les futures années de Twitter. Mais bon, après, c'est compréhensible dans le sens où s'il veut récupérer de la thune, c'est une possibilité. Mais est-elle éthique vis-à-vis de Twitter? Ça, je ne sais pas, ma chère Héloïse. Alors, l'éthique, c'est un bien grand mot Bah quand on souhaite être le garant de la liberté d'expression sur Internet, d'avoir ce forum d'expression, ce forum de parole publique. Au bout d'un moment, il faut brider un petit peu toutes les sources pour les gens laisser le peuple parler.
Après, c'est une vision de la chose. C'est sûrement pas la bonne. On va pas se mytho. Et c'est sûrement pas celle qui va correspondre le plus aux gens de Twitter. Après, voilà, c'est entre ce qu'il dit et ce qu'ils vont faire, il y a quand même une sacrée différence. Donc, affaire à suivre. C'est ça, et puis aussi pour en rajouter un tout petit peu, on a donc Musk qui avait déclaré sur Bloomberg que voilà, aussi un petit ménage de Twitter, c'est-à-dire 7500 personnes qui dégageraient probablement pour réduire les coûts, parce qu'évidemment, voilà. Fun. Avec 44 milliards, il faut. Après tout, à skip, les gens sur Twitter, ils servent à rien. Bon, je pense que les personnes là qui vont dégager, c'est les personnes de la modération. Hein. Il y a gros de chance. Oui. Mais bon, quand vous savez qu'ils sont pas dans les bureaux, cette bande de flemmards, ça sert à quoi de payer des bureaux s'il y a personne dedans? Voilà, on est bien d'accord. On connaît, voilà. Est-ce qu'on passe à la suite? Ah mais je crois bien que nous passons tout de suite à la suite et je pense que tu vas nous parler d'une renaissance, d'une grandeur qui revient, un phénix je dirais même. Qu'est-ce qui revient d'entre les morts, ma chère Héloïse? Alors le problème c'est que pour revenir d'entre les morts, il faut mourir. Pour que le phénix renaisse de ses cendres, il faut déjà qu'il meure. Et là on a un problème de taille. C'est qu'il y a quelqu'un qui se dit ouais, le phénix va renaître de ses cendres, sauf que la marque est pas morte, donc on a un petit problème. Cette marque, c'est AMD. Voilà, AMD qui se dit oh bah tiens, on fait de la thune. On fait de la thune en masse avec 48% de marge en plus sur l'année fiscale de 2022 par rapport, sur le premier quart de 2022 par rapport à l'année dernière, 71% sur l'année globale en plus par rapport à l'année précédente. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 milliard de plus sur un semestre par rapport à l'année dernière. Voilà, un petit milliard, voilà, c'est cadeau. C'est 1/44 de Twitter. C'est bon pour vous? C'est environ la base française de Twitter en argent. Voilà, maintenant, on va plus vous parler en dollars, on va vous parler en pourcentage de Twitter. Cette rigolerie. Mais voilà, on va tout faire avec Twitter, en fait. On va utiliser Twitter pour tout. Ah oui, non, mais Twitter nous a traumatisés, je pense. Hein. C'est comme Epic à l'époque qui était en procès avec Apple. D'ailleurs, on aura peut-être bientôt du nouveau dans son prise de tech 15/4. Possible, je dis pas. Peut-être même dans cet épisode. Ouh, la rétention d'audience. C'est peut-être dans la deuxième partie après la pub. Mais voilà, donc AMD fait de la thune, et quand on fait de la thune, on fait quoi? On continue d'innover. Et ils ont annoncé à leurs investisseurs la génération 7000 des Ryzen avec la technologie Zen 4 qui sortira fin 2022 pour les enthousiastes, donc les processeurs que vous aurez dans vos tours. Et pour les laptops, ça arrivera en début 2023. Pour les PC, ce sera le nom de code Raphaël. Pour les gros PC gamers, ceux qui font genre un bruit d'Airbus A320 sur Roissy-Charles de Gaulle, c'est Dragon Range. Et pour les fins PC, les premium notebooks, les XPS 15 et tout ça, c'est Phoenix. Ce sont des processeurs qui sont compatibles LPDDR5, PCIe E5 pour tous ces processeurs-là. Après, pour les deux autres, ce sera du DDR5 classique. Et ça va de 35 à 45 watts pour le Phoenix jusqu'à plus de 65 watts pour les processeurs que vous retrouverez dans vos bécanes, on l'espère, en 2023. C'est une architecture qui va mettre énormément en avant les performances avec beaucoup plus de corps, des corps qui sont plus rapides, des threads qui sont plus rapides, et un cache encore plus gros. Apparemment, c'est mis en avant pour le gaming, mais aussi, je cite, fastest creator and productivity performances ever mobile PCs. Est-ce que cette phrase veut dire quelque chose? J'en sais absolument rien. Mais tout ce que je comprends, c'est qu'on va peut-être enfin avoir des PC portables avec des processeurs AMD qui seront
utile pour faire du montage vidéo, pour utiliser la suite Adobe, pour faire du créatif, puisqu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, les créatifs, ils sont plus trop avec des PC sous Windows. Hein. Genre, il y a un petit processeur qui nique un peu les bails, ça s'appelle le M1. Il vient concurrencer le M1, il vient concurrencer, c'est sûr. Ouais, et puis, du moins sur la partie professionnelle / créatif, effectivement le M1 fonctionne du feu de Dieu, puisque le M1 seul fait mieux qu'un processeur avec une RTX 3080 dans le PC. Enfin, du moins sur des PC portables. Hein. Et je parle en termes genre, d'autonomie, de wattage, etc. Là, c'est des processeurs qui vont consommer au maximum 45 watts. Le M1 ne va pas jusqu'à 45 watts, il en consomme maximum 30. Voilà, on est sur quelque chose qui, on le compare, mais n'est pas comparable. Après, à voir ce que ça donne en performance. Hein. Ce sont que des annonces d'investisseurs. On partirait sur du RDNA 2, RDNA 3 sur les puces graphiques intégrées. La LPDDR5 qui va permettre d'aller chercher des fréquences de RAM encore plus hautes. Et vous le verrez tout à l'heure. Dans la deuxième partie de cette émission, on vous parlera de record du monde en DDR5. C'est bon pour vous. Mais ouais, non, on peut s'attendre à quelque chose d'assez sympa. C'est prévu pour être annoncé d'ici cet été, cet automne. Sorti cet hiver pour les PC fixes, 2023 pour les PC portables. Voilà, ça c'était ce qui faisait l'actu, les gros titres. On aura quelques suites dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant ça, il est peut-être temps qu'on retourne à nos sources. Chez Dreamsea, vous savez, on est tous à la base des gamers. On bouffe des cartes graphiques et des clés USB. Et il est temps qu'on parle de jeux vidéo et de consoles. J'espérais juste que... Ah, mais non, mais j'espère rien du tout. Il le fait parce qu'il est trop fort. Attends, on s'arrête là. Oui, j'ai douté de toi, Thomas. Non, mais tu crois réellement que t'es devant un petit débutant qui ne sait pas non mais attendez, parce que là... Excusez-moi, j'ai oublié que le Boog qui réal la F1, c'est qui? Pardon, vas-y. C'est qui a pris l'antenne en première hier? Allez, hop. Allez, bonne soirée. On avance. Donc, il est où le bouton arrêter le streaming, là? Il est où? Ah merde, mince. Attends, Ah oui. Non, plus sérieusement. Jeux vidéo et consoles, on va parler... Alors, est-ce que vous vous souvenez de Lara? Elle est où, la petite Lara? La petite Lara, actuellement, elle est sans domicile fixe. La petite Lara Croft, elle est sans domicile fixe. Le petit Boog de la saga Deus Ex, il est sans domicile fixe. Enfin, du moins, il l'était, puisqu'ils viennent de se faire racheter. Square Enix vient de revendre l'intégralité de ses studios plus européens, on va dire. Donc, j'entends par là Eidos Montréal, Crystal Dynamics. Et Square Enix Montréal, du coup aussi, qui se font racheter par Embracer Group. Alors, Embracer Group, dit comme ça doit peut-être rien vous dire. Mais Embracer Group, dites-vous qu'ils sont là, ils se sont dit bonjour, on possède des petites licences. Genre vraiment, mais des toutes petites. J'essaie de vous retrouver vite fait, genre leur licence, là. Est-ce que j'ai peut-être un... Ouais, voilà. En termes de licence, c'est THQ Nordic, c'est Koch Media, c'est Coffee Stain Studios, c'est Gearbox, Asmodee, et maintenant c'est Eidos Montréal, Square Enix Montréal, etc. Et si ces noms de studios vous disent rien, vous connaissez peut-être leur licence. God Simulator, Gearbox, ils font quoi? Ils font... comment il s'appelle le jeu avec Claptrap? Borderland. Ils font les jeux de société, ils font les Saints Row. Voilà, c'est anciennement THQ qui s'offre littéralement, parce que c'est même pas se permettre, ils s'offrent pour un bon petit 300 millions de dollars en cash l'intégralité de ces studios-là avec leurs employés qu'ils conservent dans les 3 studios. Ils conservent les lieux, les 8 bureaux autour du monde qu'ils ont.
Et ils conservent les licences, des licences qui sont quand même assez phares. On parle de Tomb Raider quand même, on parle de Deus Ex. Il y a des licences qui sont un peu plus indé apparemment, qui sont intégrées à tout ça. Ce qui a l'air assez sympathique, ma foi. Mais ce sont des studios qui fonctionnent bien. La licence Hitman. La licence Hitman appartient maintenant à THQ. Voilà. C'est ces studios-là qui sont numéro 1, numéro 2, généralement dans leur pays, tu vois. C'est un petit truc, ça fait plaisir. Mais ça laisse quand même la question de... Oui, alors... Vous savez, quand un Microsoft s'offre un Bethesda, ou quand Microsoft s'offre... Ils sont offerts qui récemment? Bethesda et... Ils ont acheté qui Xbox la dernière fois? Xbox rachat. Activision Blizzard. Ils ont racheté Activision Blizzard, c'est vrai. Quand Microsoft s'offre des Blizzard Activision, des Bethesda, ça gueule énormément. Quand Sony s'offre des petits studios, genre les studios qui sont derrière le premier Halo, genre le studio derrière Destiny, là par contre ça les applaudit. Et quand Embracer Group s'offre littéralement des anciens de chez Square, là on dit rien, parce qu'on a PTDR, t'es qui? Mais quand vous regardez le plan d'ensemble, Embracer Group c'est tellement énorme. Embracer Group, c'est presque autant de studios que Xbox Game Studios. C'est une vingtaine, 25aine de studios dans le monde. C'est là les grosses licences phares. C'est, je crois, 3e ou 4e plus gros groupe de développeurs dans le monde, avec du coup derrière ceux qui détiennent Rockstar, Sony et Microsoft. Je me demande même s'ils doivent pas être devant Sony en termes de grosses IP. Mais bon, Sony c'est PlayStation, donc à savoir. Mais j'avais vu une excellente infographie, je pense que j'essaierai de vous la retrouver pour le prochain épisode de Sans Prise de Tech, mais voilà, là, la part du gâteau, elle est un peu plus grosse, mais bon, les indépendants, ils sont pas trop là. Venez chez Dreamsea, on est bien. Voilà, nous, on vous laisse diffuser vos bandes annonces gratuitement sur Dreamsea si vous voulez. Place un indépendant sur Dreamsea. Mais... Ah oui, non, mais toujours, hein, on s'entraide entre indés, vous connaissez. Et vous savez aussi, il n'y a pas qu'entre indés qu'on s'entraide. Et là, je viens de faire une transition incroyable, puisqu'il y a aussi entre gros studios qu'on s'entraide. On aime beaucoup Fortnite ici. Et là, dans 30 secondes, j'en ai un qui vient me sauter dessus parce que je dis des choses inadmissibles à l'antenne. Et je le comprendrai. À quand un live Fortnite sur Dreamsea? Eh bien, écoute, sache que ça a déjà existé sur cette chaîne avant même qu'elle s'appelle Dreamsea. Mais bref, voilà, c'était l'époque où la chaîne de Dreamsea, c'était ma chaîne perso. Mais c'est une autre histoire. Non, là, ce qu'il faut savoir, c'est que Fortnite est de retour dessus. Je peux jouer à Fortnite sur mon iPhone. Vous savez, je vous avais dit, on va peut-être parler du problème Apple, Epic, le procès et tout. Le procès n'a mené à rien. Voilà. Au final, ils ne sont pas d'accord. Et il y a encore un autre procès maintenant avec Google qui rentre en jeu. Et du coup, Xbox, ils sont là, avec Microsoft, ils font... Alors, Tim Sweeney, on aimerait mettre en avant la puissance du xCloud. Ton jeu, il est gratuit, il fonctionne super bien, mais il n'est pas accessible partout. C'est-à-dire, on fait en sorte que ton jeu il soit accessible de partout grâce au xCloud, gratuitement. Genre, t'as même pas besoin de payer un abonnement au Game Pass pour y accéder. Quand tu vas sur xbox.com/play, comme tu peux le mettre sur la vidéo que je t'ai mise dans le Bon, regarde, elle est là. Dans le conducteur. Regarde. Mais regardez, voilà. Fortnite is calling. Juste, vous appuyez, vous allez sur xbox.com/play sur votre navigateur, sur Safari, et ça fonctionne sur iOS, sur iPadOS, sur les téléphones et tablettes Android, sur PC, ça fonctionne sur un Steam Deck, c'est bon pour vous? Donc ça y est, vous pouvez jouer à Fortnite comme ça, tranquillou, pépère, ça fait
plaisir. Alors, l'avantage surtout, et ce qui fait que j'en parle aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'abonnement, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous vous connectez dans le cloud gaming de Xbox. Une fois le jeu lancé, vous vous connectez à votre compte Epic Games. Et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous kiffez votre vie. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, les loulous, dans le chat, c'est est-ce que selon vous, c'est une bonne direction à prendre pour le jeu vidéo de venir aller titiller, j'ai envie de dire, ce type de concept du jeu gratuit, accessible partout, pour tout le monde, sans inscription, sans abonnement, juste grâce à la puissance du cloud. Thomas, tu en penses quoi ? Eh bien, je trouve que c'est pas si mal. Alors là, effectivement, c'est une façon de contourner un peu le truc, enfin, en tout cas, de contourner un peu ce qui passe, c'est pas ce qui s'est passé avec Apple, mais au final, je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis là, de pouvoir y avoir accès gratuitement avec Fortnite, enfin, c'est une plutôt bonne opportunité. À voir si, voilà, on a la possibilité. Évidemment, il va falloir peut-être. Alors, ok, non, ce que j'allais dire est complètement con. J'allais dire, il va falloir une connexion internet, mais pour jouer à Fortnite, il faut une connexion internet. Ça y est, tout le monde me prend pour un con. Bref, non, mais en tout cas. T'inquiète pas, tout le monde, promis. Mais en tout cas, non, mais c'est une plutôt bonne opportunité. À quand, effectivement, on pourra peut-être voir des petits jeux indés sur téléphone qui sont disponibles sur PC, tout ça sur le Xbox, sur le cloud gaming. Le cloud gaming. Le cloud gaming d'Xbox. Enfin, en tout cas, il y a plein de possibilités à faire. Et c'est une très bonne idée, en tout cas, d'avoir fait. Enfin, je trouve que le Fortnite. Sur Apple comme ça avec le cloud gaming, c'est une très bonne idée. Et puis à voir ce que Xbox pourra nous proposer d'intéressant en plus avec ce. Mais je n'aurais pas dit mieux. Je n'aurais pas dit mieux. Oui, ça peut rendre le truc accessible, et c'est un gros doigt d'honneur pour Apple de la part de Microsoft. Par contre, la modération, il faut faire gaffe. Alors oui, bien évidemment, les jeux sont triés sur le volet, vous vous doutez bien. Et puis, c'est quelque chose qui était disponible de base, le cloud gaming, mais pour les jeux payants. Donc, il fallait payer l'abonnement Game Pass, puisque c'était des jeux sur le Game Pass. Après, est-ce que Microsoft ouvrirait pas du coup aux jeux intégralement free-to-play online, genre Rocket League, qui est un autre jeu qui appartient à Epic maintenant, mais Rocket League, est-ce que Rocket League pourrait être disponible tel Fortnite, gratuit sans abonnement, comme aujourd'hui vous pouvez télécharger sur votre console, sur votre Xbox, Rocket League ou Fortnite, et ne pas payer le Game Live, enfin le Xbox Live, et pouvoir jouer en ligne gratuitement, parce que vous avez Internet et le jeu est gratuit. Pourquoi se péter les couilles ? Voilà, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant après à voir comment ça évolue. Pour le moment, Apple n'a pas trop statué là-dessus. C'est étonnant, j'ai envie de dire. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est de se dire qu'il y a encore quelques mois de ça, Tim Sweeney, le CEO de Apple, le CEO de Epic Games, avait dit qu'il était totalement contre le fait de jouer aux jeux Epic via le xCloud en bêta à l'époque, via le navigateur de Edge. Sur le Steam Deck aujourd'hui, c'est possible, c'est incroyable. Comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'allais dire exactement la même chose. Je dois dire voilà. Et vous savez qui ne change pas d'avis aussi ? C'est notre sublime communauté. Notre sublime communauté qui va, dans quelques instants, retirer son adblock et regarder quelques pubs durant les 3 petites minutes là, qui vont s'offrir à vous. Keep calm. Ouais, je remercie. N'oubliez pas de partager, puisqu'on a de la grosse actu là, qui arrive juste après dans son prise de tech. Donc, à tout de suite. Thomas, je te laisse décrocher. Au final, c'est moi qui reprends. Voilà. Non mais c'est parce que c'était dans le truc. On était dans le move, on discutait tout ça de projets secrets, de tout ce qu'on prépare pour Dream Team. Ouais, de ce que vous verrez peut-être qu'en octobre, potentiellement. Mais de toute façon, on revient vers vous prochainement, on en reparle. Vous avez Dream 6 et la transparence, et on fera le point ensemble sur Dream 6, vous en faites pas.
C'est ça, on est bien d'accord. Eh bien, vous êtes de retour sur Surprise de Tech, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petites actus en plus, et puis on va faire les petites innovations pour terminer, évidemment, mais vous le connaissez, donc là on remet le petit waouh waouh bah, poum, 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 ça fait l'actu 2. Partie 2. De quoi on vous parle surtout aujourd'hui, pour cette deuxième partie, on va tout simplement parler en premier lieu du 5 mai 2022. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 mai 2022 d'après vous dans le chat? L'Assemblée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la journée mondiale du mot de passe. Pouah, incroyable. Et effectivement, hein, ça existe. Hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est bien réel. C'est ce jour qu'effectivement, des petits loulous qu'on appelle Apple, Google et Microsoft qui ont rejoint l'alliance FIDO pour essayer d'avoir une nouvelle norme d'authentification pour vous permettre de jarter vos mots de passe que vous ne retenez probablement jamais et qui sont probablement 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou encore AZERTY ou QWERTY ou ce que vous voulez. Bon. Après, si vous regardez sur Prise de Tech, je suis sûr que la plupart ont des mots de passe très bien rodés parce que ce sont des personnes très attentives à leur vie privée et à leur empreinte numérique, j'ai même envie de dire. Donc, vous avez en tout cas intérêt. Dès 2023, la déclaration commune indique que, bien tout simplement, FIDO Fast Identity Online serait donc à la fois avec Microsoft qui a expérimenté la chose de son côté, et puis donc développé par Google et Yubico, qui du coup pourrait permettre d'avoir une meilleure sécurité pour les utilisateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, en tout cas, le but, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur une appli, un site web, vous voulez, évidemment déverrouiller votre magnifique application avec le mot de passe. Vous pouvez le faire avec le code PIN, vous pouvez le faire avec l'empreinte, mais vous pourrez avec FIDO permettre d'enregistrer votre appareil afin de le définir comme fiable et rien d'autre à faire. En fait, vous avez juste à confirmer que votre téléphone est bien le bon appareil à confirmer. Donc c'est un duo de clés chiffrement privé et public. Ah, j'ai appris ça, c'est rigolo. Et puis effectivement, donc voilà, donc la première reste dans l'appareil et la seconde est transmise dans l'appli. Donc ça c'est le principe même de clé privée, clé publique. Pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, eh bien ils doivent tout de suite savoir à quoi je fais référence. Sur iOS, Android, Windows, l'idée serait qu'avec des clés d'accès sur votre appareil mobile, vous pourrez vous connecter à une application ou un service sur presque n'importe quel appareil, quelle que soit la plateforme ou le navigateur utilisé par l'appareil, a indiqué Vasu Jackal, vice-président de Microsoft. Donc c'est assez ergonomique, accessible entre chaque plateforme. C'est assez intéressant hein, comme système. Évidemment, ça se veut sûr. Une prise en charge de FIDO est annoncée aujourd'hui qui permettra au site web de mettre en œuvre pour la première fois une expérience sans mot de passe de bout en bout, avec une sécurité résistante au phishing. On connaît évidemment tout ce qui est phishing et méthodes frauduleuses pour obtenir vos données personnelles, et ça, on peut croire que c'est parti hein, avec les mails ou autre chose, mais non, hein, c'est toujours d'actualité, il faut se méfier encore de cela, et FIDO peut encore nous aider à propos des attaques tout simplement frauduleuses. Évidemment, il faut adopter la norme auprès de tout le monde, la faire accepter et la mettre en place évidemment, et la mettre en place quelquefois c'est pas le plus facile, donc on va se tenir informé parce que c'est quand même important, ça concerne nos données, et quand on parle de nos données on est toujours sérieux, et ça je pense que Héloïse et dans le chat on ne dira pas le contraire. Ah non, on ne dira pas le contraire, surtout qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, votre compte Microsoft, vous n'utilisez quasiment plus le mot de passe. Il vous envoie directement une double authentification. Google, c'est quand la dernière fois que vous avez tapé votre mot de passe Google? Votre PC? Ça fait bien. À chaque fois, vous avez la petite notif. Que ce soit du coup sur iOS, ça va être YouTube ou Gmail, ou si vous avez Android, c'est directement votre système qui va vous dire hey, il y a une connexion à tel endroit, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est que genre tu peux taper le 56 s'il te plaît? Genre voilà, c'est aujourd'hui vous le faites déjà. C'est juste que maintenant les gens ils sont en mode ok, genre on voit c'est le futur de l'authentification, c'est bon pour la sécurité. Let's go alors.
Ça, C'est tout simplement ça. effectivement. Et puis, par contre, j'entends dire là dans l'oreille, oui, c'est un système qui se base sur le téléphone. Oui, ben comment on fait si jamais on perd ou on nous vole le téléphone? Eh bien, ils ont tout prévu. Quand vous perdez votre téléphone, les mots de passe se synchronisent avec votre nouveau téléphone à partir d'une sauvegarde dans le cloud. Donc, normalement, vous ne perdrez pas votre appareil qui est en fait la clé de votre compte. Normalement, tout devrait être géré pour éviter tous les problèmes. Évidemment. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas que avec le téléphone. Oui, évidemment. Pas avec le téléphone, puisque tu l'as dit toi-même, Windows, dans le macOS. FIDO, il y a Yubi. Yubico, ils font quoi? Ils font la YubiKey, qui est une clé d'authentification. Vous la branchez sur le port USB, vous appuyez sur le petit capteur d'empreinte et ça déchiffre avec une clé unique de la clé qui est reliée à votre compte. Voilà. Donc Tout est si dit. vous n'avez pas de téléphone parce que OMG les ondes, bah vous avez une clé USB pour ça. Et voilà, Ça, c'est tout est cool. dit, tout est dit. Et puis, on verra peut-être apparaître cette petite, cette petite alliance sur nos téléphones très prochainement. Et on l'espère en tout cas. Affaire à suivre, comme on dit. Affaire à suivre. Et vous savez ce qui est aussi une affaire à suivre, c'est un record du monde. Voilà, j'adore jouer avec la reverb. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait sur DreamC. Mais oui, un record du monde. L'ancien détenteur du record du monde d'overclock de RAM. Vous savez qui c'est? Ah, je ne sais pas Thomas, du tout, est-ce que tu sais mais que tu vas nous le dire tout de suite, je pense. L'ancien détenteur du record du monde d'overclock de RAM, c'était MSI, qui en DDR5 avait réussi à monter à 10 004 MHz de fréquence sur la RAM. Tout de même. C'est pas mal. C'est pas mal, une petite perte. Et Gigabyte, ils arrivent, genre, seulement quelques jours après, ils prennent leurs Turbo Balls, ils les mettent sur la table. Ils disent, ouais, ok, alors on a pris une barrette de RAM DDR5 4800 MHz avec une seule barrette de RAM de 16 Go. On est monté à 10 022. Ah 22 MHz de fréquence sur la RAM en DDR5. C'est un, comme on l'a dit, tous ensemble avec moi, record du monde. Peut-être qu'on entendra ce record du monde dans les JO quand ce sera à Paris en 2024. Qui sait? Qui sait? Oh là là, j'aimerais tellement qu'on diffuse les JO de 2024 sur DMC. Oh, ça serait tellement bien. Bref, on n'en est pas encore là, on est qu'en 2022 les loulous. On a une Coupe du Monde à la fin de l'année. Quoi? Allô, bonsoir. Mais voilà, c'était le petit record du monde, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, comme dirait notre cher ami Olivier Mine, j'ai envie de dire. Ah, mais oui, Olivier Mine. oui. Olivier Mine, lui, il n'a pas besoin d'aller à moins... C'est moins combien de degrés qu'ils ont utilisé? Parce que, en fait, il faut savoir que pour atteindre des fréquences aussi hautes, ils sont obligés de choper des températures ultra basses parce que monter aussi haut, ça chauffe quand même, les gars. Donc, ils utilisent en gros du sub-zero cooling, c'est-à-dire qu'on va aller en dessous du 0 degré Celsius pour refroidir les composants, pour leur permettre de bien chauffer leur mort et bien se cramer quand ils vont aller monter à des températures comme ça. C'est notamment grâce à cette technique qu'on a pu obtenir des fréquences au-dessus de 5 GHz il y a déjà 20 ans sur nos processeurs. Aujourd'hui, vous le faites avec un simple ventilo Intel d'origine et je trouve ça gaulerie. Mais vous savez ce que je trouve gaulerie aussi? Eh bien... Que je trouve gaulerie, moi, perso, et je sais pas ce que tu vas me dire, mais ce que je trouve vachement gaulerie, c'est d'arriver et de se dire ouais, la tech aujourd'hui, ça me plaît pas. La tech d'aujourd'hui me plaît pas. Ouais, je vais innover la tech de demain. T'as raison. Et ça, je crois que t'as besoin de nous en parler. T'as raison. Et puis effectivement, innovons. Innovons, et je pense que c'est parti pour les innovations. Les innovations. Évidemment, allons-y. Les innovations, c'est ma petite rubrique à moi. Voilà, c'est mon petit péché mignon que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas fait mon travail. Voilà. Est-ce que j'ai une tête à faire mon travail? Non. Voilà.
Eh bien, C'est pour la effectivement... peine, je m'impose. Bonjour, les innovations de Thomas Hello cette semaine. Je te lance les sujets et tu te débrouilles pour lire les articles. Cette semaine, on a deux innovations. Enfin, j'ai trouvé deux innovations et Tooms va peut-être les découvrir en même temps que vous. Ah bah, attendez, Il les a quand même lu avant, je vous rassure. Il fait un bon travail. Je travaille quand même tout de même. Et puis bon, toutes les innovations, depuis qu'on a repris sans prise de tech ensemble, c'est lui qui les a trouvées. Il était peut-être temps que je m'y mêle aussi un petit peu. Non, c'est faux, je t'en ai trouvé 2-3 ces derniers épisodes, mais quand même. Alors, cette semaine, on va parler de minage et de Sarah Connor. Voilà, donc, on commence par... Allez, c'est quoi j'ai envie de dire? On prend la route, mon loulou. Allons donc en Afrique du Sud. Effectivement, voyageons, mais aussi économisons et soyons écolos. Le géant minier Anglo American Mining a inauguré un camion incroyable, un camion de transport à hydrogène qui est salué vraiment par en tout cas pour la transition écologique que ce camion va permettre. Il y a tout simplement une grosse économie de diesel et en tout cas tout simplement de gaz qui peut être effectué, des camions à hydrogène de 2 MW qui peuvent transporter jusqu'à 290 tonnes. Je cite le président Ramaphosa durant la cérémonie de lancement. Ce que nous lançons n'est pas seulement une impressionnante pièce de machinerie, c'est la genèse de tout un écosystème alimenté par l'hydrogène. L'hydrogène, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable qui permettra pas mal de choses peut-être dans le futur et qui sera, peut-être qu'on ne l'imagine pas forcément dans la tech, mais qui sera bien là pour essayer, que ça soit dans la technique ou même dans certaines choses en dehors de la tech, pour nous être bien utile. Évidemment obtenu par l'électrolyse de l'eau alimentée par de l'énergie solaire. Il ne va y avoir évidemment que de la vapeur d'eau déjectée du véhicule, pas comme avec les énergies fossiles. Ce petit bijou a été pris en charge par de nombreux pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont donné quand même pas moins de 8,5 milliards de dollars pour aider l'Afrique du Sud dans sa transition vers tout simplement une énergie beaucoup plus verte. Et c'est avec ce petit camion, je vais vous en montrer une petite photo, je pense quand même, parce que voilà... C'est pas qu'on est là pour rigoler, mais un petit peu quand même. Alors là, vous allez la voir tout de suite à l'écran. C'est un petit bijou de technologie, je vous le dis tout de suite. Hop là, bam, hop là. C'est le petit bolide qui, tout simplement, sera là pour remplacer plusieurs autres camions diesel. Permettra beaucoup de choses à l'avenir et va avoir un grand impact, en tout cas, sur l'avenir de la mobilité et du travail en général dans ces milieux-là. Et puis en Afrique du Sud, c'est encore plus important sur un pays qui est en développement toujours. Voilà. Nous continuons évidemment. Est-ce que tu as une magnifique relance à me faire, ma chère Héloïse ? Mais tu me prends pour qui ? Je suis aussi bonne en relance que ce que tu es bon en prod et en réal. Voyons, mon cher Thomas. On est dans l'innovation. Oui. Mais l'innovation n'apporte pas toujours un bon ressentiment. Cette innovation-là, mon cher Thomas, moi, elle m'a rappelé les heures sombres de Terminator. Mais, cette fois-ci, ce n'est pas pour traquer un humain dans l'espace-temps. C'est traquer un humain dans une forêt, ou peut-être bientôt dans des feux de forêt, ou dans des dommages climatiques ou catastrophiques, pour le bien de l'humanité. Effectivement, tu as bien raison, une traque dans la forêt, un synopsis qui pourrait faire penser à différentes séries policières. Non, là, cette fois-ci, c'est bien réel. On vous parle tout simplement de drones qui ont été développés dans l'université de Zhejiang de
Zhejiang en Chine et qui ont développé une technologie qui vont permettre de faire voler tout un groupe de drones, un essaim de drones précisément, en autonomie dans des environnements complètement incontrôlables, enfin en tout cas des environnements qu'on ne peut pas forcément prévoir, des arbres un peu partout, et c'est le cas de la forêt, comme je vais vous le montrer tout de suite avec ces images qui vont vous parvenir maintenant. Voilà, on les voit, les drones arriver comme ça, on se dit mais qu'est-ce que tu me présentes là, Thomas, qu'est-ce que tu me fais, ben voilà, hein, c'est clairement l'intelligence artificielle qui va aller chercher entre les arbres, voilà, qui va essayer peut-être de retrouver, qu'est-ce que ça peut être un animal, ça peut être effectivement un humain, ça peut être différentes choses dans la forêt qui peut être perdue, donc voilà, hein, par exemple, en temps de guerre, l'Israël a déjà piloté un essaim de drones comme celui-ci. Donc c'est pas forcément, inconnu au bataillon, j'ai envie de dire. Mais évidemment, c'est pas dans le domaine public. Et là, on se rapproche quand même du domaine public, développé par l'université. Voilà, hein, ça se présente comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Eh bien, tout simplement, on n'est pas allé chercher très loin, on est allé chercher du côté des oiseaux. Parce que du côté des oiseaux, il y a des choses intéressantes. Les essaims d'oiseaux, voilà, ils volent tous ensemble. Et c'est quand même un bon objet d'étude. Tout simplement... on a différentes choses qui peuvent être aussi rajoutées. Alors les drones pour le moment sont limités évidemment en temps de vol. Faire voler comme ça pas mal de drones en même temps, les interconnecter pour qu'effectivement ils communiquent entre eux, ça consomme tout de même. Voilà. Et cet essaim pourrait aussi cartographier des zones. Cartographier des zones difficiles d'accès. C'est toujours là une chose intéressante. Surveiller également. Donc c'est voilà, des choses qui sont toujours présentes, qui vont être très utiles pour la recherche, pour les cas d'urgence. Voilà, hein. Mais évidemment, qui dit ça fonctionne pas forcément tout le temps bien, hein. Il peut y avoir des problèmes, et on n'est pas à l'abri qu'il y ait deux drones qui s'entrechoquent, ça nous fait deux drones en moins, et deux drones plus deux drones plus deux drones, on a beaucoup moins de drones à la fin, hein. Je vous rassure. Oui, après, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que... alors, je pense pas qu'ils le montrent dans cette vidéo, mais ils le montraient dans les documents de recherche qui ont été publiés par l'université. C'est que, vu que c'est un essaim ils sont tous connectés entre eux, imaginons que vous avez un gros arbre, qui gêne le passage, ils vont se déconnecter, voler indépendamment, et tous se retrouver après pour se reconnecter et continuer de collaborer ensemble. Ils sont tous interconnectés les uns envers les autres pour créer ce gros réseau en fait de drones qui peut au final être augmenté. Et moi, la question que j'aurais aimé vous poser, c'est est-ce que vous êtes plus rassuré ou ça vous terrifie? Parce que c'est une question qu'on peut poser dans le chat. Je pense qu'on peut faire le sondage. Et toi, Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sais que perso, d'un côté, j'en vois le côté positif. Est-ce que ça peut apporter de bon à la société? Parce que nous vivons dans une société. Et je parle pas du fromage. Mais on est tellement habitué à être pessimiste avec la technologie, on est tellement habitué à avoir de la science-fiction qui nous dépeint le pire de notre société. Et bizarrement, des fois, on s'en rapproche beaucoup. Que les mauvaises utilisations des gouvernements, genre la Russie. Non mais effectivement la question peut se poser, c'est vrai, c'est pas forcément un outil qui doit être en tout cas utilisé à la légère. Après, moi je trouve que je suis plus dans le côté positif que le côté négatif. J'en vois vraiment une possibilité, et surtout comme tu disais dans les incendies, tout ça, ça peut être un outil très intéressant pour pouvoir être dans l'aide et pouvoir et aussi cartographier, parce qu'il n'y a peut-être pas des endroits forcément très accessibles, et d'avoir cette technologie avec nous pour la recherche, pour l'aide, pour pouvoir effectivement cartographier. Je trouve que ça a un intérêt assez intéressant. Ça me fait pas plus peur que ça, j'avoue, parce que après alors évidemment il faut que ça reste dans des lieux qui soient évidemment là dans une forêt, voilà, j'en vois l'utilité. Après dans des villes, dans des trucs comme ça n'a pas forcément d'intérêt, et je pense que c'est vraiment pas conçu pour ça. Mais en tout cas,
Je trouve ça plutôt positif. Je ne sais pas dans le chat ce que vous en pensez. Pour le moment, qu'est-ce que nous avons ? 4 oui de ouf. Bon, j'ai envie de dire, pour le moment, pas de non, pas de je ne sais pas. Personne se... C'est pratique pour les cartes IGN, par exemple, mais vraiment flippant. Ouais, bah oui, hein, ça se discute, voilà. Mais chacun est partagé, et je comprends totalement cela. Ah oui, non, totalement, mais c'est comme tout, c'est à voir comment ce sera utilisé dans l'avenir. Et n'oublions pas, ce ne sont que des innovations. Yann nous dit que ça arrivera dans l'industrie ou dans la vie d'ici quelques années. Genre là, pour le moment, toutes les innovations qu'on a vues ces 10 dernières années, notamment coucou le CES, vous en voyez beaucoup dans votre vie actuelle aujourd'hui, des trucs qu'il y a 10 ans ? Moi, pas tant que ça. Non mais genre, c'est bien vrai. Ça reste des expérimentations. Il est 19h54. Il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'il y a un sujet qui te ferait kiffer de parler là comme ça tranquille, ou est-ce qu'on appelle Michel au secours en mode oui allô Michel, est-ce qu'on peut rajouter 6 minutes de zap derrière s'il te plaît, parce que c'est la merde, on n'a pas prévu de durer autant de temps, là j'essaie de combler depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un sujet qui te fait kiffer là, mon cher? Alors comme ça, j'avoue qu'effectivement il y a pas. Alors si, alors c'est je sais pas forcément si c'est dans la tech, mais enfin quoique ça peut être un peu dans la tech. En tout cas très récemment, là il y a quelques heures je crois bien, est sorti le trailer de Avatar. Je me permets, avant même qu'on parle du trailer, qu'on parle des CGI, qu'on parle de ce que tu veux, sachez que notre cher directeur des opérations, Monsieur Thomas, a énormément envie de gueuler à propos de ça, puisque il faut savoir que la bande-annonce devait être diffusée dans les salles de cinéma avant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sauf que dans certains cinémas, il n'a pas été du tout diffusé, comme dans le nôtre avec Anthony. Dans certaines infos, dans certains ciné, pardon, parce que je suis en train de dire le All-Star en même temps. Dans certains ciné, la BR a été diffusée en 3D avant une séance 2D, donc les gens n'avaient pas de lunettes et ne voyaient absolument rien. Et dans d'autres, t'avais genre la BA, mais pas dans la bonne langue. Enfin, c'était une merde infâme parce que Disney n'a pas envoyé les choses en amont. Donc la question là, c'est qu'est-ce qu'on en a pensé ? Notamment, on va essayer de se centrer sur la partie tech, genre graphiquement. Putain. Alors je sais pas, le putain. Est-ce que pour toi, putain, mais mes yeux pleurent de bonheur. Alors c'est de toute beauté. Est-ce que le cinéma... Ah, t'es pas d'accord? J'ai trouvé certaines images pas forcément dingues. Ah, après, moi j'ai vu ça sur mon pauvre écran de PC, pas ouf, hein. J'ai pas vu ça sur la télé encore. Ça se trouve sur la télé, je trouverais ça dégueulasse. Je l'ai vu sur un Samsung Z Flip 3. Alors après, je sais pas forcément si c'est le meilleur téléphone. Je l'ai vu en petit. Je vais le revoir sur mon ordinateur. Ouais, faudrait que tu le revoies en grand. Je vais le revoir en grand, mais j'ai trouvé les plans un peu lointains, un peu après, faut pas oublier, c'est un teaser trailer, donc c'est normal qu'ils mettent énormément de plans de paysage. On parle quand même d'une prouesse technique. Mais je parle d'une qu'on a attendu 13 ans parce que pendant 10 ans, c'était pas possible techniquement de faire ça. C'est-à-dire que je veux me pointer dans cette salle de cinéma et je veux vraiment avoir le sentiment, ok, graphiquement, c'est du jamais vu, c'est génial, on n'a jamais vu ça. Si je ne ressors pas avec ce sentiment, non. Ouais, s'il n'y a pas l'effet waouh du premier Avatar, c'est mort. Ah non, mais vraiment, on nous vend ça depuis tellement longtemps que ça ne peut pas être un échec et il doit être parfait de A à Z, jusqu'à la dernière image avant le générique. Même le générique doit avoir une police d'écriture du feu de Dieu. Vous me trouvez ce que vous voulez. Le film doit être en 16K, d'accord, voilà, c'est bon pour vous. On doit pouvoir voir genre les poils dans les pores des personnages, en fait. Exactement, quelqu'un qui sait pas épiler sous les aisselles ou qui a des poils dans le nez, je veux le voir. Je m'en fous que ça soit Je veux voir l'étoile qui est à 800 milliards de kilomètres de là où on est sur l'écran comme si j'y étais. Voilà. Non, voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
On vous invite à aller voir la bande-annonce, vous faire votre avis vous-même. C'est ça, ouais. La bande-annonce est sortie ce soir. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Techniquement parlant, ça a l'air d'être une sacrée prouesse. Après, à voir ce que ça donne. Mais ça reste du James Cameron. Quand ça parle de technique, ils savent nous faire plaisir. Et puis, vu le budget que Disney a mis dedans, il y a plutôt intérêt à ce qu'il soit bien investi. Voilà. Je pense. Mais perso, de ce que j'ai vu, c'est beau. Genre, j'ai revu le premier Avatar il n'y a pas si longtemps que ça. Il est un peu mal vieilli, quand même. Alors que celui-là, je pense qu'il va bien vieillir, je pense. Et ça va être vachement cool, je l'espère. Mais je pense qu'une personne bien plus professionnelle dans ce domaine vous en parlera mieux que nous. Bah oui, c'est Peut-être quand Thomas, l'autre Thomas du coup, viendra vous parler de cinéma sur Dream 6. Ça arrive très prochainement, on l'espère. Et puis, même si vous voulez pas attendre cette émission, venez sur notre serveur Discord, discord.gg/dreamsea. Vous pourrez parler avec toute l'équipe et parler avec la communauté. L'objectif, c'est qu'on parle tous ensemble de sujets autour de Dreamsea, qu'on parle des actus de la tech, qu'on parle d'Internet en général, qu'on se partage du contenu qui nous fait kiffer. C'est l'essence même de l'esprit Dreamsea. Merci Thomas d'avoir partagé encore une fois une semaine avec moi, mais on l'avait promis. Je crois, attends, parce qu'il nous reste plus qu'une minute pour faire 1 heure pile et je crois qu'on a un appel. Attendez, parce que c'est inédit. Attends. Oui, monsieur. Ah, c'est un certain monsieur. Oui, monsieur. Bonjour. Quoi Sarkozy? Bonjour. Je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le plaisir de vous annoncer que le store arrive bientôt. Abonnez-vous et n'oubliez pas, keep calm and watch Dreamsea.